Le mythe de l'homme parfait. Pourquoi est-ce que tu choisis toujours des mauvais partenaires? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue à toutes sur l'épisode d'aujourd'hui dans lequel on va parler justement du mythe de l'homme parfait, de l'idéalisation de certains partenaires, mais de ce que ça peut cacher derrière et de la manière dont on peut changer cette façon de penser ces rencontres pour justement attirer et choisir des partenaires qui nous correspondent davantage. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée et praticienne en thérapie brève. Depuis 2020, je vous accompagne à sortir de la dépendance affective en renforçant votre estime de vous-même grâce à des outils tels que l'hypnose, la programmation neurolinguistique, les constellations familiales, la reprogrammation neuronale profonde ou encore la Yatra Kundalini activation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite sur la chaîne YouTube ou sur le podcast Spotify et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortiront. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes à renforcer pour sortir des schémas de dépendance ». Et donc c'est une formation qui vous propose un travail intérieur pour mieux comprendre comment est-ce que vous rentrez dans les relations amoureuses et justement parvenir à appréhender ces relations avec plus de confiance et de conscience. Donc pour pouvoir y accéder, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description de l'épisode, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Donc dans l'épisode du jour, j'avais envie de vous parler du mythe de l'homme parfait et de ce pourquoi certaines femmes attirent jamais les bons partenaires, soit des partenaires qui ne conviennent pas à leurs attentes, soit des partenaires qu'elles idéalisent mais qui finalement ne sont pas disponibles, ou alors des partenaires, des profils après qui elles courent et qui finalement, une fois qu'elles les ont en face d'elles, ne correspondent pas vraiment à ce qu'elles recherchent. Donc le mythe de l'homme parfait, qu'est-ce que c'est? Finalement, on pourrait le définir en 4 modalités. La première modalité, ce serait justement l'idéalisation irréaliste d'un homme qui justement serait parfait, comblerait tous les besoins émotionnels, réparerait toutes les blessures du passé et apportera un bonheur constant. En fait, c'est tout bonnement l'idée, je pense, c'est ce qu'on peut appeler une erreur de pensée, l'idée que quelque part, ce qui pourrait nous combler, ce serait uniquement un modèle de perfection. Un modèle de perfection qui empêcherait des souffrances, qui empêcherait des doutes, qui empêcherait des peurs et qui finalement, quand il serait trouvé, permettrait en fait une sorte de repos du cœur éternel. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça, parce que nous ne sommes pas parfaits nous-mêmes, donc comment pourrait-on prétendre à quelqu'un qu'il le soit? Et est-ce que finalement ce serait ce qui nous permettrait de grandir à travers la relation, de mieux nous connaître nous-mêmes? Est-ce que finalement c'est ce qu'on cherche réellement? Moi je pense que derrière cette idéalisation-là, il y a surtout une recherche d'une absence de souffrance. Mais dès lors qu'on rentre dans une relation, on accepte aussi ces incertitudes, on accepte aussi que on ne contrôlera jamais la durée éternelle de cette relation-là. Donc en fait, c'est juste une manière d'essayer de contrôler, encore une fois à travers ce mythe, une image d'un homme qui serait parfait, qui comblerait tout, alors même que cette image-là nous éloigne encore plus d'une véritable rencontre. La deuxième modalité, c'est justement le fait que dans le mythe de l'homme parfait, c'est une image qui est façonnée par la culture, mais même on peut le voir dans les films, on peut le voir dans les contes de fées, on peut le voir aussi sur les réseaux sociaux, ou encore surtout dans les films, dans ce qu'on consomme au quotidien. Dans les films, les rencontres se font hyper facilement, le personnage est très lisse, tout est parfait, il n'y a rien à redire. Et donc, c'est quelque chose qu'on imagine, c'est quelque chose qu'on fantasme. Et encore plus dans un monde où en fait on peut tout le temps tout avoir, tout consommer, avoir la meilleure des choses, commander le dernier outil. On est tout le temps en fait poussé à vouloir le mieux, le neuf, à vouloir ce qui est parfait.
et pas plutôt à se demander qu'est-ce qui est réellement authentique et qu'est-ce qui est réellement essentiel. Donc je pense que c'est même une critique de la société de consommation dans laquelle on est. La troisième modalité de ce mythe-là, c'est justement la recherche d'un sauveur. L'idée que cet homme-là, il va venir justement régler tous nos problèmes personnels, offrir un sens à notre vie. Je ne sais pas si vous avez vu sur l'application TikTok en ce moment, il y a une tendance qui sort. Donc c'est une tendance, c'est quoi? C'est des sortes de vidéos qui reprennent le même concept. Et le concept de la vidéo, c'est une femme qui est en train de se filmer, en train de manger un vendredi soir à 2h du matin, en train de manger des nouilles chinoises. Et en fait, elle dit « Voilà comment j'aimerais que l'homme de ma vie arrive dans ma vie. » Et en fait, elle est chez elle toute seule, dans le noir, à regarder une série sur Netflix, et il y a un mec qui toque et qui fait « Hey, c'est moi l'homme de ta vie !» Comme si ça allait se passer comme ça, et comme si c'était ça, attendre quelqu'un. Alors qu'en fait, c'est absolument pas réaliste, et que c'est par définition l'idée du cheval blanc qui va se pointer parce qu'il aurait été guidé par le Saint-Esprit à cet endroit-là, alors qu'en fait, à aucun moment, ça représente la réalité d'une rencontre et la réalité d'une rencontre équilibrée. Et puis après, ce qu'on peut retrouver aussi dans le mythe de l'homme parfait, c'est l'obsession pour certaines qualités qui sont même pas forcément essentielles en plus, qui ne sont pas d'ailleurs une fixette que font toutes les femmes, je dois l'avouer, mais que certaines font, en tout cas certaines qui tombent dans ce mythe-là. Donc ça peut être une obsession pour des traits spécifiques comme le charme, la réussite, le physique, au détriment de qualités essentielles comme la bienveillance, la loyauté ou encore la compatibilité des valeurs. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'aller se demander pourquoi est-ce que certaines femmes choisissent toujours des partenaires qui ne leur conviennent pas en se fixant sur ce mythe-là. Il peut y avoir plusieurs raisons. Des raisons qui sont liées aux croyances limitantes, qui sont liées à des facteurs émotionnels ou qui sont liées aussi à l'influence de leurs émotions, de l'attraction du début, ou même encore à l'influence de leur éducation et de leur propre modèle interne. Ce qu'on appelle les modèles internes opérants, c'est-à-dire les modèles d'attachement qu'on a reçus durant l'enfance, qu'on a reçus durant les premières périodes de la vie et qui vont influencer notre réalité relationnelle. Donc, dans tout ce qui va être lié à l'enfance, à l'éducation, il va y avoir évidemment les blessures d'enfance non résolues. C'est-à-dire le fait que, en fonction de l'histoire qui a été la nôtre, liée justement au fait d'attendre un sauveur ou liée aux blessures en fait qui n'ont pas été comblées, qui n'ont pas été intégrées, aux besoins qui n'ont pas été satisfaits, on peut justement inconsciemment répéter ces schémas relationnels qui sont en fait que la répétition de nos modèles familiaux dysfonctionnels. Donc ça peut être l'attirance pour des personnes distantes, pour des personnes pas disponibles, pour des personnes avec qui finalement on ne peut pas attendre une relation équilibrée. Mais c'est ce qu'on nous a montré. Moi je me rappellerai toujours, une fois j'avais une cliente qui était dans ce mécanisme-là, et en fait, dans son histoire, c'était une fille qui avait perdu son père tôt dans sa vie, et qu'il avait toujours idéalisé, et son père correspondait dans son esprit de petite fille tellement à ce mythe de l'homme parfait qu'elle voulait un homme qui, quelque part, reprenne cette place-là. Sauf que non seulement le deuil n'était pas fait, non seulement c'est pas réalisable et c'est pas forcément quelque chose d'écologique dans la réalité d'un couple, parce que qui dit mettre quelqu'un sur un piédestal dit le mettre au-dessus de nous, et surtout, c'est pas quelque chose qui lui permettait de rencontrer quelqu'un de sain pour elle. Il peut y avoir aussi, dans les facteurs qui sont liés au passé de la personne, le fait que la personne ait manqué de modèle sain, justement, et qu'elle n'ait pas pu reconnaître ce qu'est une relation équilibrée. Et ce qui peut justement la pousser, dans ces mécanismes, à rechercher la validation, à mettre quelqu'un, comme je le disais, sur un piédestal, parce qu'en fait, c'est toute notre vie ce à quoi on a été habitué, et que finalement, on a du mal à juste imaginer une relation en étant sur le même pied d'égalité que l'autre, sans avoir rien à faire. Les facteurs émotionnels, c'est justement le fait, par exemple, de confondre l'excitation du début avec l'amour. Et donc justement, d'avoir ce biais lié à l'attirance du début qui fait qu'on peut associer la passion,
le drame, la rêverie, les montagnes russes à justement une preuve d'amour ou à ce que ce devrait être une réelle histoire d'amour. Et ça peut, même si on va plus loin, décrire aussi l'attirance de certaines personnes pour le défi. Des personnes par exemple qui ont une estime d'elles-mêmes assez faible ou qui finalement se construisent une sorte de quête personnelle autour du fait de trouver l'amour et d'être la femme de quelqu'un et d'être comblée par la relation amoureuse et qu'on trouve une personne qui nous correspond totalement, ben c'est des personnes qui peuvent être attirées en fait par ce fantasme de la relation montagne russe émotionnelle très intense avec beaucoup d'attirance. Mais en fait finalement ce à quoi elles sont accros, c'est plutôt l'excitation que ça leur fait ressentir plutôt que l'amour authentique derrière. Donc ça peut être ça peut être aussi une confusion entre la confiance et l'arrogance. Par exemple, ça peut être le cas de personnes qui sont attirées par des personnes narcissiques, des personnes qui sont très séduisantes ou qui sont distantes émotionnellement, mais qui en réalité ne sont pas dans un amour inconditionnel, qui n'ont pas juste confiance en elles, qui sont plutôt dans une arrogance. Et comme il y a cette indistinction entre les deux, ça peut les confondre derrière ce qu'elles recherchent réellement. Et puis justement, dans les mécanismes qu'on a vus tout à l'heure, il y a encore une fois ce mécanisme d'idéaliser l'autre, soit parce qu'on a une mauvaise estime de soi, ou soit parce qu'on a justement comme ce mécanisme de fantasme qui se met tout de suite en place et qui fait qu'on n'est jamais dans la réalité de la relation, mais on la surimagine, on la voit comme un fantasme qui n'est pas vraiment réel. Et enfin, dans les croyances limitantes qui peuvent être la source en fait de ce mécanisme-là, moi j'en ai identifié deux. La première type de croyance limitante, ça peut être finalement une personne qui se dit moi je vise l'homme parfait parce que j'ai besoin d'un partenaire qui soit au top du top. Et dans ce cas-là, ça peut être c'est souvent des personnes qui ont été conditionnées depuis l'enfance à beaucoup de rigidité, à beaucoup de perfectionnisme et à toujours vouloir plus, être plus, faire plus et avoir cette sensation qu'elles ont tout le temps besoin de ce qu'il y a de plus pour ne pas manquer émotionnellement ou matériellement. Ça peut être lié à ça pour éviter justement d'avoir ce qui est à peu près ou pas assez bien, toujours dans cette mécanique de fuite du manque. Mais ça peut être aussi, paradoxalement, si on pousse l'hypothèse un peu plus loin, une personne qui pense ne pas réussir à trouver l'amour ou qui place tellement d'attentes dans cet amour qu'elle imagine que quelque part, comme elle a peur de ce que cet amour pourrait avoir comme conséquence dans sa vie, comme la peur d'être abandonnée, la peur d'être étouffée, la peur d'être vulnérable, la peur de trop changer son mode de vie, d'une certaine manière, chercher des mécanismes d'évitement en cherchant ce qui n'existe pas, ça peut être une autre manière de fuir en fait ce qui fait vraiment peur à la personne. Donc ça peut être vu comme quelque chose qui, d'une manière totalement inconsciente, agit comme un bénéfice secondaire à protéger de ce que la personne ne veut pas réellement dans sa vie en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est finalement, je trouve que c'est un exercice hyper intéressant d'aller accompagner la personne à se demander ok, tu dis que tu veux l'amour, tu veux l'amour, tu veux l'amour, tu veux l'amour, mais il y a tout en toi qui fait en sorte que tu n'attires jamais de l'amour. Tu attires tout sauf vraiment de l'amour. Donc s'il y avait des raisons qui faisaient en sorte que tu ne voudrais pas ça, quelles seraient-elles? Et c'est ce qui permet justement d'accéder aux intentions positives. Donc les conséquences de ce mythe en fait et de ces choix qui ne sont pas des bons choix de partenaire, c'est justement une faible estime de soi, une difficulté à faire confiance dans les relations amoureuses et des cycles qui se répètent. Donc ce qui me semble important pour pouvoir briser cette répétition-là, ça va être justement de vraiment redéfinir vos critères mais de la bonne manière. C'est-à-dire, ok, vous voulez quelqu'un qui soit super, qui soit incroyable, très bien, mais est-ce que vous êtes basé sur les valeurs les plus essentielles? Plutôt que de chercher à complexifier la recherche, demandez-vous, est-ce que vous vous focalisez sur l'essentiel? Deuxième axe de travail, c'est justement de faire un travail sur soi.
d'aller creuser plus profond, d'aller plus loin derrière ces mécanismes-là, qui sont en fait des mécanismes de sabotage dans vos relations. Donc qu'est-ce que ça vient cacher? Qu'est-ce que ça vient protéger comme résistance qui vous empêche de trouver l'amour et qui finalement vous enferme? Le troisième axe de travail, c'est de continuer à renforcer votre estime de vous, votre amour de vous. Parce qu'il y a de fortes chances pour que si vous ayez besoin sans cesse de ces résistances-là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que ça vient protéger dans votre estime de vous, dans votre confiance en vos capacités. Et le plus important, c'est aussi, surtout, de ralentir le processus, de prendre plus de recul et d'observer ce qui se passe plutôt que de foncer tête baissée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire justement en accompagnement individuel, en travaillant avec beaucoup d'outils. Moi, le premier auquel je pense, c'est justement la Yatra Kundalini Activation, qui est une pratique énergétique qui permet de la libération émotionnelle, qui permet plus d'alignement, qui permet justement une plus grande conscience de vos besoins. Mais il y en a aussi plein, comme l'hypnose, qui permet justement de travailler sur les blocages inconscients, l'estime de soi, la PNL pour comprendre quelles sont vos stratégies limitantes. Donc si vous vous sentez appelé par un accompagnement plus approfondi, ce que je vous propose, c'est justement de réserver votre appel thérapeutique offert, donc qui est un appel d'une 30aine de minutes et qui permet de faire le point sur votre situation actuelle, sur ce que vous souhaitez changer et dans lequel je vais prendre le temps de vous expliquer comment est-ce que je travaille et si nous pouvons travailler ensemble. Donc pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de l'épisode, à réserver le créneau qui vous correspond et à remplir le formulaire. Pour terminer, je vous invite à regarder dans la description de l'épisode, vous allez retrouver des outils très précis, en fait des outils de formation très précis sur la dépendance affective, le bien-être du couple, la rupture amoureuse ou encore par exemple les relations toxiques, si vous sentez que vous avez besoin de travailler de manière ciblée et autonome sur ces sujets-là. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Spotify, pour me rejoindre sur ces plateformes et être tenu informé de toutes les prochaines actualités. Merci pour votre attention, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.